En fait, si vous voulez, cette commémoration est importante parce qu'elle signe, si vous voulez, de nouveaux engagements politiques d'un régime qui vient d'être mis en place. Ces engagements politiques sont en particulier structurés autour d'une affirmation plus forte de la souveraineté nationale, autour d'un décalage qui semble-t-il est aujourd'hui nécessaire, en particulier pour la génération des gens qui ont aujourd'hui 40 ans, c'est-à-dire ces gens qui sont nés après l'indépendance. Et c'est une révision du récit historique, qui est le récit historique de l'Empire français, qui était composé d'une métropole qui était dominatrice et de colonies qui étaient dominées. Donc il y avait un centre et une périphérie. Et ce centre a plus dicté son récit que les périphéries. Thiaroye, c'est aujourd'hui l'affirmation de la prise de parole des périphéries pour imposer leur présence et leur présence sur la scène du monde. Et c'est pour ça que cette commémoration est intéressante et importante. Elle est d'autant plus importante que cet événement a été un événement qui a été tu et qui reste encore aujourd'hui un événement défini par des incertitudes. Donc c'est à la fois un travail politique et de mémoire, mais c'est aussi un travail scientifique. Connaître, comprendre, réunir l'ensemble des faits pour pouvoir effectivement dire le 1er décembre 1944, voilà ce qui s'est passé à Thiaroye. Si vous voulez, c'est pour cela que cette histoire doit être dévoilée au sens plein du terme. Il va falloir lever le voile. Et ce voile qui était posé sur cet événement a été posé effectivement par la France. Si on ne comprend pas que le massacre de Thiaroye, en fait, est perpétré au même moment où la France fête la libération. La libération après l'occupation de la débâcle de 1940. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi la France a tout fait pour qu'on n'en parle pas. Pourquoi ce massacre colonial, comme la plupart des massacres coloniaux, sont en général tués. C'est l'environnement dans lequel il est effectué. Et cet environnement, c'est effectivement l'environnement de l'euphorie de la libération, en fait, et de l'arrivée au pouvoir de ce que De Gaulle va appeler les compagnons de la libération, ceux qui se sont battus pour que la France soit libérée. Donc ça, c'est la première chose à très bien comprendre. La deuxième chose à très bien comprendre aussi, c'est l'histoire autour de l'événement. Parce que quand cet événement arrive le 1er décembre, Senghor va écrire un poème. Et il dit que ce poème, Thiaroye, est écrit en décembre 1944. C'est un poème contemporain. Et dans ce poème, il se lamente du massacre de ces anciens soldats prisonniers, parce que la plupart d'entre eux, sinon la quasi-totalité, étaient en prison pendant 4 ans après la débâcle. Et c'est quand ils ont été libérés par la libération, ils ont été rapatriés et cantonnés à Thiaroye. Donc la première réaction de Senghor, c'est de manifester effectivement sa désapprobation et sa condamnation. La deuxième grande réaction qui précède celle de Senghor, c'est de Lamine Gueye, le député maire de Dakar, parce que Lamine Gueye demande en 1944 la mise en place d'une commission parlementaire pour
enquêter sur ce qu'il appelle l'abominable atrocité et la tuerie de Thiaroye. Et en 1946, Senghor va aussi demander une amnistie. Donc, et Keita Fodeba, qui est l'auteur de Aube africaine, qui est l'histoire des tirailleurs jusqu'au massacre de Thiaroye, écrit ce ballet poème en 1948. Donc, si vous voulez, les années qui suivent, l'année du massacre et les années qui suivent le massacre, c'est quelque chose qui est présent dans l'esprit des leaders africains. Et c'est vrai, quand Senghor devient président, il n'en parle pas. Quand il est remplacé par Abdou Diouf préside la première du film de Sembène, Camp de Thiaroye, mais il n'en parle pas. Le film va être interdit par la France pendant 10 ans. Wade s'intéresse aux tirailleurs, investit dans les tirailleurs, fait une journée, en fait, des tirailleurs, mais pour la date, d'après la rumeur, les Français ont exigé qu'ils ne prennent pas le 1er décembre. Donc cet événement se dissipe, si vous voulez. Et des historiens travaillent là-dessus. Très tôt, dans les années 70, il y a un historien canadien qui s'appelle Myron Eckenberg, qui va écrire un article. Et en fait, ensuite, il va écrire un livre sur l'histoire des tirailleurs de 1856, la création en 1960, la fin des tirailleurs avec l'accession à l'indépendance des anciennes colonies. Il y a un autre historien sénégalais qui est décédé, Mbaye, qui écrit dans les années 80 aussi un papier sur les tirailleurs. Et ensuite, il y a des historiens français. Il y a un historien sénégalais qui est décédé aussi, Abou Sow, qui a écrit sur les tirailleurs. Donc, il y a un investissement pour comprendre ce qui s'est passé. Comme je disais, il y a un silence des politiciens, qui est un silence assez complice, si vous voulez. Mais il y a une effervescence chez les historiens sénégalais et non sénégalais qui travaillent. Et la troisième chose qui arrive, qui est intéressante, il y a aussi un investissement des associations, de la société civile, aussi bien à Thiaroye qu'au Sénégal, dans les associations de la diaspora, mais aussi dans les associations étrangères. Donc, et par exemple, le succès de Thiaroye 44, des festivals, disons les marches, etc., essentiellement populaires, sont effectivement des choses qui arrivent. Donc il y a cette contradiction, si vous voulez, mais c'est lié aussi aux choix, qui sont les choix faits par les régimes. Parce que la commémoration, c'est un acte politique. Et un acte politique qui signifie des engagements qui sont des engagements précis d'un État. Ce qui porte un État et ce qui, si vous voulez, affiche, et c'est véritablement ça, affiche publiquement son identité. Ce sont des engagements à la fois historiques, mais aussi des engagements qui sont des engagements de mémoire. Parce que ces engagements de mémoire sont effectivement des engagements qui annoncent une pratique, qui annoncent, si vous voulez, aussi l'idée de la répétition comme acte pédagogique et acte civique pour sensibiliser une population et préparer une communauté. La mémoire, c'est vraiment ce qui porte une communauté, parce que cette communauté a en partage, si vous voulez, quelque chose qui est quelque chose de commun. Non, ils ont toujours eu un engagement politique. Il ne peut pas y avoir de régime sans engagement politique. Mais c'est l'affichage. Peut-être à cause des circonstances et du fait que la France exerçait une police rigoureuse pour qu'on ne parle pas de Thiaroye,
Parce que Caroy, c'est une contradiction. Et c'est cette contradiction que Aimé Césaire, que Senghor, que Fanon, que les premières générations intellectuelles africaines ont dénoncée. C'est-à-dire la contradiction entre ce qu'ils appellent la France des droits de l'homme, la France idéale, philosophiquement et intellectuellement, et la France historique, qui est la France qui a un empire colonial, une France qui exerce en fait un pouvoir qui est un pouvoir violent, parce que le système colonial est un système qui est défini effectivement par la violence. Et ça veut dire qu'ils ont fait d'autres choix en termes, je veux dire, qu'on peut définir. Je veux dire, Senghor, c'est le socialisme africain et la négritude. C'est ça son projet politique, son projet idéologique. Abdou Diouf, c'est le retour à la charte nationale, l'idée que dans le couple senghorien enracinement-ouverture, Senghor a privilégié l'ouverture. Lui, il va privilégier l'enracinement. Chez Wade, si vous voulez, c'est un retour à une culture et à une civilisation, si vous voulez, qui est beaucoup plus, là aussi, qui se réclame d'un enracinement, mais d'un enracinement qui est différent de la manière dont les socialistes pensaient cet enracinement. Donc, la nouvelle génération, sur la base, le nouveau régime, sur la base de ses slogans et la base de ses campagnes politiques, on peut dire que c'est un pas de côté vis-à-vis à la fois de ce que j'appelle, mais ça c'est purement spéculatif, une modernité qui est une modernité post-coloniale, qui reste très tributaire des structures qui avaient été mises en place par le système colonial, système politique par exemple, autour de ce que j'appelle moi le modèle islamo-wolof, qui tourne autour des marabouts et des confréries. Si vous voulez, le nouveau régime fait un écart et essaie de démanteler ce qu'ils appellent un système pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau se décline le plus fortement sur une revendication souverainiste qui est une revendication très importante. Et c'est ça qui est important pour Caroy, sur la production d'un récit qui n'est plus un récit contrôlé et orienté par la France, mais d'un récit qui est un récit local. En fait, la mission du comité est de deux ordres, si vous voulez. La première mission, c'est une mission de commémoration. Et c'est cette phase dans laquelle nous sommes présentement. C'est-à-dire cette journée du 1er décembre 2024 pour commémorer le 1er décembre de 1944. Et c'est surtout, en fait, si vous voulez, des cérémonies officielles et des prestations. Les cérémonies officielles sont des cérémonies qui vont se passer au cimetière de Thiaroye, et au camp militaire de Thiaroye. Et avec les invités qui sont les invités du gouvernement sénégalais. Et cet élément est un élément important parce que, à cause de son caractère, si vous voulez, son caractère officiel. Et donc ces deux cérémonies vont être suivies de prestations. Il y aura des prestations au camp militaire et on aura ensuite, disons, la pièce de théâtre au Grand Théâtre, Aube africaine de Keita Fodeba. Donc ça, c'est le premier. Mais
avant le premier, il va y avoir des discussions, notamment autour d'une discussion des jeunes à Thiaroye, avec les jeunes de Thiaroye. Il va y avoir aussi, on va montrer le film de Saint-Ben au camp de Thiaroye, au cinéma Ousmane Sembène. On va aussi montrer ça probablement à la télévision, toujours avant, avant le premier. Donc ça, ce sont les manifestations autour du premier. Mais la deuxième mission, qui est la mission du comité, c'est de travailler sur ce que vous avez souligné, en fait, l'établissement des faits et le rétablissement des faits à cause en fait, des manipulations qu'il y a et à cause de toute une série de débats qui sont des débats entre historiens, mais qui sont aussi des débats entre les historiens et les autorités publiques. Et ce travail va jusqu'en avril, parce que le 3 avril, la commission devra remettre, si vous voulez, un livre blanc au gouvernement sénégalais, qui fait le point. Et ce livre blanc va faire le point sur la documentation existante. Est-ce qu'on a eu tous les documents? Est-ce qu'il y a des documents qui sont toujours dissimulés? Certains historiens accusent la France de le faire délibérément. Est-ce qu'il y a d'autres documents qu'on va pouvoir rassembler? Est-ce qu'il y a des témoignages qu'on pourra collecter? C'est tout ce travail-là. Mais c'est un travail, la première phase, c'est un travail d'identification de la documentation. Les sources primaires, les archives, et les sources secondaires, les études qui existent. On va faire le point sur tout ça. La deuxième chose, c'est d'impulser un travail de recherche et de production sur ce qui existe. Donc, identification de la documentation, cartographie des lieux où la documentation est préservée et, en fait, élaboration d'un programme qui serait un programme de recherche et qui permettrait effectivement de pouvoir faire des études et de continuer, étant entendu que ce ne sera pas la fin du processus. Est-ce que la France est confiée? Ça, c'est une question qui est une question politique qu'il va falloir demander disons, au gouvernement et à la présidence de la République. Mais mon interprétation, c'est effectivement, parce qu'on travaille avec les Français. En tant que comité, on a envoyé une mission en France, justement, pour discuter avec les autorités archivistiques françaises sur l'état, en fait, de la documentation. Donc, mais ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que la commémoration, c'est pas contre la France. Et la commémoration est un événement qui interroge un moment qui est une histoire que nous partageons avec la France, l'histoire de l'Empire français. Et l'Empire français est un empire fait d'une métropole et de colonies, dans une relation qui est une relation d'inégalité parfaite. Je veux dire, c'est très clair qu'il y a des maîtres et des subordonnés, que les subordonnés aient agi et résisté, c'est tout un débat, mais cette histoire est une histoire qu'on ne doit interroger que parce qu'on est capable d'interroger le plus pertinemment que si on est capable de penser à une unité analytique qui met ensemble la France et les possessions françaises, et les possessions françaises d'Afrique. Donc ce travail avec des historiens français est fait, mais comme je disais, avec un élément qui est un élément très important, c'est que ce récit que nous essayons de produire
est effectivement un récit sénégalais qui devra être un récit africain, mais qui fait partie, si vous voulez, d'un territoire qui est le territoire de l'Empire français d'Afrique. La nouvelle génération ne pourra s'en approprier que si cette mémoire est une mémoire vive, si cette mémoire est une histoire vivante. Parce que vous savez, la mémoire permet une chose. La mémoire n'est pas nécessairement une relation avec le passé. La mémoire est une projection dans le futur. C'est une manière de dire dans quelles conditions on devient ce qu'on a décidé d'être. C'est-à-dire quel est le projet politique, quel est le projet économique, quel est le projet culturel qu'une société se dote pour devenir une communauté. Et ça ne peut se passer que par l'éducation. Et une éducation, comme je disais, non seulement une instruction qui parle de cette histoire et qui fait de la mémoire une mémoire vive, toujours revisitée, mais c'est aussi une éducation au service de la construction d'une communauté. Et cette communauté, elle n'est construite que par des imaginaires. Et ces imaginaires sont le produit de ce travail de mémoire, qui est un travail important. Donc, si nous décidions aujourd'hui de faire de Thiaroye cette mémoire vive, c'est de l'inscrire de manière centrale dans le travail et d'instruction et d'éducation qui définirait un projet politique. Absolument, et ça c'est un élément central, si vous voulez, dans le travail de la communauté. C'est d'abord lever cet équivoque que les tirailleurs sénégalais, c'était pas seulement des Sénégalais. Et dans la plupart des cas, les autres tirailleurs en provenance des autres possessions françaises étaient beaucoup plus nombreux que les Sénégalais. Donc, mais parce que à l'origine, c'était des Sénégalais. Le nom est resté depuis 1856. Donc, d'un point de vue purement politique, les autorités ont invité, disons, les autorités des pays environnants. Et ceci est d'autant plus important que quand on parlait de l'indifférence des régimes sénégalais et de l'indifférence de la plupart des régimes de l'Afrique de l'Ouest, il n'y en a qu'un seul qui a décidé et d'ériger une statue à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Alpha Oumar Konaré l'a fait à Bamako en 2001. Et donc il y a eu des soubresauts, je veux dire, il y a eu des moments de montée en fait en évidence de ça. Donc il y aura le travail qui est en train d'être fait aussi par les universitaires et les chercheurs, c'est d'arriver à un moment à non seulement, parce qu'aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui sont investis dans ce travail de rassemblement des archives. C'est à eux aussi que Hollande avait remis une partie des archives françaises. La prochaine phase sera effectivement de tout ce qu'on a rassemblé, de partager ça avec les autres pays qui ont eu des tirailleurs. Tout ce qu'on a fait comme travail, c'est de partager avec les autres pays d'Afrique. Mais c'est ça qui démontre pourquoi Hollande, quand il arrive à Dakar en 2014, a un discours, et après 2014, maintenant, change son fusil d'épaule
Parce que les stratégies sont différentes, parce que les demandes sont différentes, parce que les circonstances sont différentes. Vous savez, c'est pas quelque chose d'exclusif à la France. Dans la plupart des massacres coloniaux, les empires coloniaux ont essayé de mettre le voile sur quelque chose qu'ils avaient fait et qui contredisait. Et c'est ça, dans le discours sur le colonialisme, ce que Césaire dit. L'intention et la prétention à civiliser s'est traduite par un exercice systématique de la violence. Et c'est pour ça que Césaire dit que cette histoire invalide la prétention de l'Europe à civiliser le monde. Et si vous voulez, les mensonges coloniaux sont des mensonges très importants pour effectivement voiler les débordements qui contredisent violemment, si vous voulez, le discours qui est le discours colonial, qui est le discours de la mission civilisative, le discours de venir aider les gens à sortir de la barbarie et de leur monde qui est un monde primitif. Donc, mais aussi les historiens qui font le travail continuent à montrer qu'il y a en fait des affirmations qui sont des affirmations qui ne sont pas fondées. Donc, probablement, Hollande est en train de découvrir effectivement qu'il y a, disons, des choses qui étaient voilées. Il y a des affirmations qui ne sont pas fondées et qu'il est en train d'ajuster sa position. Et probablement, dans les années à venir, au fur et à mesure qu'on aura plus d'informations, effectivement, le discours de la France va s'ajuster à de nouvelles réalités. Bien sûr. Vous savez, l'acte d'établir des faits autour d'un événement qui est contesté, dont les interprétations sont des interprétations divergentes, est une intervention qui est toujours suivie de demandes de réparation, que ça soit des réparations morales, que ce soit des réparations matérielles. Donc, la demande de reconnaissance est inéluctablement suivie d'une demande de redistribution, comme disent les philosophes, d'une demande de réparation. Et comme je disais, pas seulement des réparations physiques, mais aussi des réparations morales. Et la France va passer par ça. Vous savez, si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, toutes les discussions autour de la Shoah et tout ce qui s'en est suivi et qui continue d'aller tournent autour de l'établissement des faits et les demandes de réparation et les demandes de restitution et les demandes de production de récits qui sont des récits pluriels. Donc l'idée l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, disons, les États, les nations qui ont été sous domination coloniale se trouvent en situation qui est une situation où au moins ils peuvent réclamer quelque chose. Réclamer, c'est quelque chose, c'est réclamer que le récit des événements qui se sont passés dans des systèmes coloniaux ne peuvent plus être des récits à sens unique. Que ces récits, il y a aussi les récits de ceux qui ont, si vous voulez, subi la domination coloniale. Et le récit est aussi important que le récit des métropoles. Et c'est ça qui faisait dire à l'un des premiers et grands écrivains nigérians, chinois, Achebe, que ce qui fera
Selon lui, la paix et la coexistence dans le monde, c'est le jour où on acceptera la validité de tous les récits. Pas seulement ce qui est le cas aujourd'hui, en fait, la domination d'un récit, le récit de l'Europe dans sa phase ascendante, le XVe siècle. Merci beaucoup pour ça. Merci.